Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Babelut. Ce 15 juin, c'est la journée mondiale de la sensibilisation aux maltraitances des personnes âgées. Qui n'a entendu parler du livre Les Fossoyeurs? Un livre enquête qui a provoqué un séisme, une tornade, un tsunami avec de multiples conséquences politiques, sociales et philosophiques. Nous savions tous que les maisons de repos n'ont en réalité de reposants que le nom. Ces centres pour seniors ressemblent hélas bien plus souvent à des mouroirs. Alors, individualisme, libéralisme, égoïsme, comment expliquer un tel sort, un tel comportement de notre société envers ces seniors? Après plus de 3 ans d'une longue enquête, le journaliste Victor Castanet a jeté un pavé dans la mare, un pavé de plus de 300 pages avec des centaines de témoignages. En appliquant aux maisons de repos des techniques managériales ultralibérales où la seule devise c'est faire un maximum de devises, c'est notre humanité que nous soldons. Il y a 2 mois, à la fin janvier, sortait aux éditions Fayard le livre Les Fossoyeurs, résultat de 3 ans d'enquête du journaliste Victor Castanet dans les maisons de retraite du groupe Orpea en particulier. Il mettait en évidence la priorité accordée à la rentabilité dans une série d'établissements au détriment des résidents. Nourriture et produits d'hygiène rationnés, prise en charge dégradée qui relevait parfois de la maltraitance. C'est des groupes qui génèrent des chiffres d'affaires colossaux. Et d'ailleurs, je constate l'argent qui est parti en fumée depuis l'apparition des bonnes feuilles dans le monde. Et oui, les dirigeants de ces groupes ont gagné énormément d'argent. Le fondateur, Jean-Claude Marian, a vendu au moment de la crise du Covid, au début de la crise du Covid, en janvier 2020, les 7% d'actions qui lui restaient dans le groupe pour 465 millions d'euros. Donc c'est des groupes qui génèrent un argent qu'on n'imagine pas. Vous venez d'écouter le témoignage du journaliste Victor Castanet à propos de son livre Les Fossoyeurs. Écoutons maintenant les témoignages des soignants qui travaillent en maison de retraite. On ne peut plus discuter avec les gens, prendre le temps. On a l'impression de devoir faire les choses spontanément et prendre cette personne, la mettre à cet endroit-là, la doucher, la faire manger. Ne plus lui demander son avis, comme si elle n'était plus de ce monde déjà. Des patients qui restent alités toute la journée au lit parce qu'on n'a pas de personnel pour les faire descendre en salle à manger. Des patients qui ne déjeunent pas parce qu'on n'a pas eu le personnel suffisant pour leur monter le déjeuner. Des patients qu'on n'hydrate pas parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. Vous verrez aucune soignante qui va aller voir une famille et va lui dire « Voilà, votre mère est tombée parce qu'en fait, on n'avait pas assez d'infirmières ou d'aides-soignantes. » Jamais on aura ça. Mais la réalité, c'est ça, en fait. Aller s'occuper des résidents, les lever, les aider à manger pour certains. Et une soignante pour 33, vous comprenez bien que c'était pas possible. De voir un résident qui n'a pas déjeuné le matin parce qu'on lui a mis son plateau et qu'on n'a pas eu le temps de l'aider à manger, pour moi c'est très grave. Le 25 du mois, plus de protection, certaines familles en achetaient, sinon gérer avec des serviettes de bain. Enfin ça c'est du réel, c'est une réelle violence et moi je l'ai vécu 8 mois en espérant vraiment qu'à un moment j'arrive à faire quelque chose. Vous l'aurez compris, le sujet du jour est un sujet hautement sensible, c'est la violence à l'encontre des personnes âgées. Et ça tombe bien, car le 15 juin, c'est la journée internationale de la sensibilisation à la violence à l'encontre des personnes âgées. Nous allons faire un tour de table et en débattre avec nos nombreux invités et membres de la SBL. Qu'est-ce que vous pensez de de ce scandale? Est-ce que c'est des choses que vous saviez, dont vous aviez entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Gonda? Bonjour, M. Rachid. D'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir proposé cette interview. Je m'appelle André Gonda, j'ai 84 ans, je suis né le 30 novembre 1938 à Kinshasa. Et ici, je suis membre de l'ASBL 3e œil qui s'occupe des malvoyants et des aveugles, qui donne
une formation pour combattre le dysfonctionnement, surtout la carence numérique. Et nous sommes bien formés en informatique et en tout ce qui est. Concernant la maltraitance des membres de l'Orphée, Des personnes âgées, quoi. des personnes âgées, surtout ceux dont on parle maintenant, l'Orphée, j'étais moi-même choqué parce que je pouvais me retrouver dans les mêmes conditions. Et très choqué, d'autant plus que c'est une des institutions les plus chères qui devait être les mieux garanties. Donc je désapprouve totalement le dysfonctionnement qui régit cette institution. Les plaintes ne viennent pas seulement des malades, mais les plaintes proviennent aussi du personnel qui travaille là. Ce qui fait à la tête de l'institution, le souci humain n'est pas le facteur fondamental, le moteur qui guide toute l'histoire. C'est vraiment une institution qui est une source d'affaires, une affaire. Ces gens, ils font des affaires. Et ils vont comment exploiter le mieux l'être humain qui se trouve diminué suite à son âge. Et je ne peux jamais approuver ce qui s'y passait. Un excessif rationnement de tout, les médicaments, la nourriture, tout ce qu'on sert aux gens. Et puis, un rendement très surveillé pour que la rentabilisation de l'institution, au détriment même de la considération de la personne humaine. Alors que c'est la personne humaine qui devait être mise en exergue dans une institution pareille. Mais comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là, M. Gonda? Qu'est-ce qui s'est perdu en chemin? Qu'est-ce qui s'est perdu en chemin en termes d'humanité? Parce que c'est vrai, quand on a, dans toutes les sociétés du monde, en fait, les sociétés anciennes, on sacralisait les anciens comme étant des courroies de transmission, comme étant des gens qui sont importants au centre des préoccupations. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le business triomphe. Partout où on est, on doit se calculer le rendement, la rentabilité. Vous avez même vu que on propose une corruption de 15 millions à l'auteur qui fait des enquêtes et qu'eux, en revendant leur part qui était de 7%, ils arrivent à faire 500 millions. C'est que leur investissement est bien rentable. Donc ils ont privilégié la rentabilité et à la fin, le souci du business est tellement grand qu'on oublie l'aspect humain de l'institution. Superbe. Et même le personnel qui travaille, il doit répondre à l'exigence du chef. Combien de malades tu as traités? Combien tu en as? Tu t'es occupé de combien par heure? Tu en as nourri pour combien par heure? Tu en as lavé combien par heure? Tu as dressé combien de lits par heure? Les gens travaillent seulement, ils sont souvent stressés aussi. Les malades, n'en parlons pas. Un malade qui parfois est dans un besoin urgent d'une assistance, il peut sonner très longtemps, personne ne se pointera. Il se sent abandonné. Et puis la famille qui n'est pas toujours présente, on me l'a dit, on prévient tard de ce qui arrive à leur membre de famille qui est interné. Tout ça, autant de négligences qui ne devaient pas avoir lieu si on s'occupait de l'être humain avant tout. Comment est-ce qu'on peut faire comment faire maintenant pour faire changer les choses positivement? Que faire? Mais tout ce qu'il y a à faire, c'est l'homme doit être au centre de tout. Mettez l'homme à sa place. Nous devons nous mettre en tête qu'on s'occupe d'un être humain. Fatiha. Moi, j'ai envie de dire que j'étais pas forcément au courant. Voilà, parce que j'ai pas encore eu affaire à ce secteur-là, pour des personnes âgées, par exemple, de mon entourage, etc. Donc, non, j'étais pas informée, mais je trouve que quand même, c'est assez choquant quand même ce qu'on entend et ce qu'on peut lire parfois.
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et toi, Mariam, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, j'ai jamais entendu ça, mais c'est choquant, c'est très choquant. Et en plus, ils payent une somme vraiment énorme et ils n'ont rien à côté, quoi. Je trouve ça vraiment triste et c'est malheureusement choquant. Ouais. Il faut vous dire que en fait, Orpea, c'est vraiment le haut de gamme. Hein. Donc, imaginez ce que peut. C'est le luxe, quoi. Oui, oui. Il faut imaginer ce que les gens, en fait, qui sont dans des maisons, on va dire, de retraite ou de repos, comme on dit ici en Belgique, on va dire, de plus modestes, quoi, à revenus plus modestes, en fait, qui sont gérés sans doute par des établissements gouvernementaux, par des CPS ou je ne sais quoi. C'est ça, et il faut se rendre à l'évidence par rapport à ça. Alors, la question que je me posais. Je me dis, c'est le luxe en étant le luxe entre nous. Parce qu'ils payent une fortune et ils n'ont rien à côté. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est même pas à ça que je veux faire. Hein. Je veux arriver. Je me demande, en fait, qu'est-ce qui a conduit à ça? Qu'est-ce qui conduit à ça? Qu'est-ce qui peut conduire à mettre nos aînés, c'est-à-dire qui ont constitué cette société, qui l'ont enrichi, qui ont participé à en faire quelque chose, quand même, qui ont bâti cette société dans laquelle nous vivons, qui essaie en fait quand même de surfer sur des lois, sur un équilibre, etc. Et on arrive comme ça à les caser dans des lieux qui sont, il faut le dire, des mouroirs, en vrai. C'est vraiment l'antichambre, en fait. Hein, c'est l'antichambre de la mort, quoi. Alors, que ça vous dit quoi, en fait, Dina? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je trouve ça dommage qu'ils sont maltraités et que ce soit un endroit luxueux ou non, ça reste une personne âgée, ça reste un humain. C'est le père d'eux ou la mère d'eux et je trouve ça dommage que, enfin voilà, il y a d'autres alternatives comme les gardes malades ou voilà pour les personnes âgées. Enfin, il y a des aides à domicile et je pense qu'il y a beaucoup moins de maltraitance dans ça. Et je trouve ça dommage qu'ils ont investi autant d'argent pour qu'au final soient pas heureux, soient tristes, ou il y a même beaucoup de suicides à ce niveau-là. Mais souvent, les gens se laissent mourir, en fait, en réalité. C'est même pas une question. Ils se laissent mourir, c'est-à-dire ils arrêtent de se nourrir carrément, ils renoncent à se nourrir souvent, en fait, par désespoir, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre société basée sur l'individualisme qui a conduit à ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est les liens familiaux qui sont distendus? Qu'est-ce qui peut mener à ça? Parce qu'en fait, évidemment, c'est pas type. En fait, on va dire c'est propre. On va dire c'est propre actuellement, c'est encore propre aux sociétés occidentales, c'est-à-dire les sociétés riches et développées, etc., où l'individualisme règne en fait de façon. C'est parce qu'actuellement, on vit dans une société d'égoïsme. Ouais. C'est ça le plus gros problème, c'est chacun pour soi et voilà quoi. Et quand la personne elle devient âgée, ben, en quelque sorte, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a beaucoup de gens qui voilà, ils trouvent qu'elle ne sert plus à rien et que c'est difficile de s'en occuper. Et c'est très dommage d'ailleurs, parce que moi personnellement, je trouve qu'avoir une personne âgée chez soi, c'est plutôt une bénédiction qu'une charge. Ouais. Ah, ça c'est très juste. Pour moi, personnellement, c'est une bénédiction. Et qu'au final, faut pas oublier que ces gens-là, que parfois ils comptent leurs jours. Je veux dire, ils sont en fin de vie parfois, ou même, voilà quoi, ils sont âgés, ils savent qu'ils vont plus vivre très longtemps. Et il faut penser à après, parce que quand ils sont plus là, c'est là que tu vas voir ce que tu as pu faire pour elle et ce sera tout à ton honneur. Tu regrettes que tu n'as pas fait. Tu te diras, oui, tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Vrai. Et en fait, les gens ne sont pas conscients de ça parce que tant qu'ils n'ont pas vécu la chose, pour eux, le plus simple, tiens, t'es malade, allez hop, maison de repos. Bon, après, il y a aussi des pathologies très lourdes. Oui. Là, je peux me mettre à la place de certaines personnes et me dire que ce n'est pas évident de les gérer. Oui, les gens de Parkinson, voilà, Alzheimer, toutes ces maladies en fait dégénératives. Mais c'est pas pour autant que tu le balances dans la maison de repos et voilà, et tu y vas plus, quoi. Ouais. Ça, c'est pas normal. Il faut quand même pouvoir aller voir la personne, j'ai envie de dire, même tous les jours, ne fût-ce qu'une petite heure ou même 30 minutes. De lui donner un peu de... Tu lui redonnes de la vie, quoi. Quand elle te voit arriver, quand ils voient leurs enfants arriver, tout ça, ils sont tout contents. Donc, voilà. Mais je pense que tout ça est lié à l'égoïsme et chacun, il veut que pour soi et voilà. C'est très étonnant parce qu'en fait, quand on voit les sociétés primitives, elles n'étaient pas du tout organisées comme ça. Les sociétés primitives, en fait, prenaient fortement soin de leurs aînés. Par exemple, je vous donne même à prendre un exemple, par exemple, l'organisation sociale des loups. Figurez-vous que les loups, ils vivent en meute, hein, et lorsqu'ils voyagent, les nouveaux jeunes forts sont devant. Les personnes vieilles et faibles, je dis les personnes, vous imaginez, donc les loups qui sont vieux ou faibles sont au milieu et les chefs de meute sont derrière.
C'est-à-dire, en fait, ils gardent. C'est-à-dire, en fait, il y a une forme de protection qui est apportée comme ça à l'ensemble de la meute. Alors, c'est étonnant que des animaux s'organisent comme ça, comme s'organisait à l'époque, en fait, on va dire, dans les sociétés primitives, quoi, d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en soit arrivé à ça. C'est-à-dire à se dire, voilà, on va user nos aînés jusqu'à la corde et en tirer le maximum jusqu'à la dernière goutte pour pouvoir, en fait, vraiment, dans une société libérale, capitaliste, etc., jusqu'à la dernière goutte, on va les user. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il y a à en tirer, on le tirera jusqu'au bout, quoi. Même des personnes âgées, c'est-à-dire, en fait, qui sont en fin de vie, eh bien, on va essayer d'en tirer un profit minimal. Moi, je trouve ça assez choquant. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça va dans les deux sens. Que ce soit les enfants qui mettent, ou la famille qui mettent la personne âgée à la maison de retraite, ou que ce soit même les employés de la maison de retraite qui facilitent pas le travail, quoi. Ils les maltraitent et ils meurent de solitude. Parce que moi, ma maman, elle est coiffeuse et elle coiffait souvent dans les homes. Et quand elle sortait, elle était choquée. Parce que la personne, elle disait à ma maman, par exemple, il y avait une dame âgée qui lui disait « Sors-moi de là ». Waouh. Oui. Ouais. Ou alors, c'était des menaces, sors-moi de là où je me suicide. Enfin, c'est un appel au secours, oui. quoi. Ouais. Oui. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que... Bon, j'ai ma soeur qui a déjà vécu dans une maison de retraite. Et j'ai été rendre visite à ma soeur plusieurs fois. Et franchement, j'ai vu comment on maltraite les personnes âgées. C'est très, très dommage. Franchement, parce que ce jour-là, j'ai vu une vieille... franchement, elle avait besoin de quelque chose. Et elle a fait appel à une infirmière, mais à peine même si l'infirmière s'est occupée d'elle. Et franchement, c'est triste. J'ai vu dernièrement, en fait, des expériences qui ont été menées dans différents pays, surtout les pays scandinaves, où ils ont testé une nouvelle formule. C'est-à-dire, en fait, ils se sont dit, tiens... Eh bien, ces personnes, en fait, qui sont vieilles, certes, mais encore en bonne santé, qui sont capables, en fait, d'être indépendantes, etc., ils ont créé des crèches avec, c'est-à-dire pour s'occuper des enfants. Et tout d'un coup, ces personnes, en fait, qui étaient quasiment, on va dire, à la ramasse, quoi, ont retrouvé une vigueur, une nouvelle vie, etc. Ils ont commencé à aider les enfants, en fait, dans les jeux de société, etc. Ils ont retrouvé une sorte de nouvelle jeunesse, comme c'est très étonnant. Et c'est exactement comme ce à quoi servaient dans les sociétés dites primitives les anciens. Et les anciens servaient, en fait, on va dire, de pont, de jonction entre les générations. C'est-à-dire, en fait, ils apprenaient aux plus jeunes comment fabriquer un arc, comment fabriquer une arme, comment chasser, comment pêcher, etc., etc. Et donc je me dis, en fait, en réalité, ces gens-là avaient bien plus de sagesse que la société d'aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est un sujet tellement intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la majorité, d'ici 2030, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes, figurez-vous. D'ici 2030, il y aura 1,4 milliard de personnes de plus de 65 ans. 1,4 milliard. Alors, il faut imaginer le nombre de personnes qu'il faut pour s'en occuper, pour, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qu'il s'agit de traiter aujourd'hui pour pouvoir, on se dit, voilà, 2030, c'est demain, c'est dans 8 ans, quoi. Et dans 8 ans, eh bien, on va se retrouver, il y aura plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes. C'est un sujet, donc, il est urgent de régler. Moi, je trouve que on est dans une génération où il n'y a pas de patience. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire demain de ces personnes âgées? Si aujourd'hui elles sont déjà maltraitées, demain ils vont quoi, les tuer? J'imagine même pas dans 8 ans, quoi. C'est demain à 8 ans, c'est rien. Oui, c'est demain. Ça me rappelle rien du tout. Ouais. Mais tu sais, moi je pense aussi qu'il y a personnes âgées et personnes âgées. Parce qu'il y en a qui ont encore une certaine autonomie. Et ces gens-là, moi je pense qu'en vrai, il faudrait plutôt mettre des choses en place pour les maintenir à domicile. De façon à ce qu'ils puissent vivre plus normalement, se sentir beaucoup mieux et mettre des choses en place, quoi, pour les aider. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Et parce que des fois, on mélange. Moi, je trouve qu'il y a des personnes âgées qui sont encore bien capables de faire pas mal de choses et on leur enlève ce droit. Ouais. Voilà, quoi. Donc, moi, j'estime si voilà, il est encore capable de sortir faire un tour, il faut le laisser. Mais moi, pourquoi on veut leur interdire comme ça tout? On veut les contrôler aussi. Exactement. Comme des petits-enfants, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les personnes qui mettent les personnes âgées à l'heure d'aujourd'hui dans les homes, c'est plutôt parce qu'on est une société, on n'a pas vraiment le temps
Et ils prennent pas ce temps libre, ils préfèrent le gaspiller pour autre chose, pour partir en vacances. C'est futilité. Voilà, que de s'occuper d'une personne qui a, pardon, encore une autonomie, aller lui faire une fois par semaine les courses. Il existe maintenant, par exemple, pour les courses, Deleuze qui livre à la maison. Donc la personne a largement de choses à sa disposition pour pouvoir se débrouiller toute seule, quoi. Victor Castanet a révélé aussi un fait qui est très étonnant. Il disait que même, par exemple, les personnes qui étaient au départ autonomes, ils étaient capables de s'habiller, de se coiffer, de se laver, de se changer. En fait, par le fait qu'il n'y ait pas assez d'infirmières ou d'aides-soignants ou de soignants pour en prendre soin, il les obligeait à enfiler, pour s'occuper d'eux, les obligeait à enfiler par exemple des couches, vous voyez, des couches pour les fuites urinaires, etc. Et de ce fait-là, ça leur a même enlevé cette capacité de se retenir, par exemple, et de se contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Le vice a créé un vice encore plus grand, encore plus grave. C'est-à-dire que ces gens-là, on les a quasiment aidés à se précipiter dans la dépendance, quoi, par rapport aux autres. Mais moi, je trouve ça c'est scandaleux parce que en réalité, quand les gens qui travaillent dans ce secteur, ce sont souvent des gens dans le domaine médical. Donc, ils ont étudié, on leur a appris beaucoup de choses. Et logiquement, moi, personnellement, ce que j'ai pu constater, même quand on est hospitalisé, on leur apprend la revalidation. On ne leur apprend pas à faire perdre le fait tu dois rester valide. Au maximum. Moi, je l'ai vécu à l'hôpital et je ne comprends pas pourquoi dans des maisons de repos, on fait ce genre de choses. Puisqu'à l'hôpital, quand tu es en neurologie ou par exemple, peu importe, dans un service de revalidation, on te laisse être autonome un maximum. C'est-à-dire, on ne veut rien te faire. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et donc, je ne comprends pas pourquoi dans une maison de repos, ce sont les mêmes... Ils ont étudié la même chose. C'est le secteur médical. Voilà, l'infirmière, elle a étudié comme l'autre. Ouais. Donc, pourquoi elle fait des choses comme ça? Voilà quoi, il les diminue, il les laisse pas rester autonomes. Mais comme tu disais là tantôt, Fatia, c'est l'égoïsme. Hein. Ouais. Ils vont plus prendre attention à une personne plus jeune qu'une personne plus âgée. Hein. Ok, on va faire une projection. On va parler de nous. On va être franc. Ouais. Comment est-ce que vous voyez, en fait, on va dire dans 20, 30, 35 ans, vous voyez où dans une maison de retraite, chez votre fils, votre fille, qui prendra soin de vous? Comment ça va se passer? C'est pas une question. En fait, il faut inculquer ça à nos enfants. Si on a la chance d'être vivant et en bonne santé, alors? Si on a la chance d'être vivant et en bonne santé et qu'on peut rester autonome, moi, je me vois rester chez moi toute seule, mettre les choses en place, c'est-à-dire aide familiale, aide ménagère, tout, voilà. Tant qu'il y a de l'argent, on fait tourner. Et on reste à la maison. Et imaginons que vous êtes en situation de dépendance. Imaginons qu'on se retrouve dans ce cas-là, mais en situation de dépendance. Alors, est-ce que tu t'imagines dans ce genre de maison, de retraite, de repos, EHPAD? Non, moi non. J'essaierai vraiment d'être autonome jusqu'à la fin. Et si j'arrive pas, je préfère demander de l'aide extérieure et rester seule chez moi, avoir de l'aide extérieure, qu'aller là. Non, c'est mon souhait. Et franchement... Imaginons ta famille t'oblige à... M'oblige? Bien sûr, ils ont le droit. À partir d'un moment, à un certain âge, ils peuvent devenir tes tuteurs. Oui, c'est vrai. Je ne le souhaite pas. J'ose pas imaginer ça. Nora, qu'en penses-tu? Écoute, pour moi, je pense qu'on peut encore avoir de l'empathie, nous, avec nos parents, au jour d'aujourd'hui, avec l'éducation qu'on a eue. Donc, on peut s'occuper de nos parents, mais nos enfants, je ne pense pas qu'ils vont s'occuper de nous de la même façon. Ils vont nous lâcher avant même l'heure, je pense. Ouais. Et même dans notre culture, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Au Maroc, on a des maisons de retraite alors qu'on n'avait jamais vu ça avant. Ça commence, effectivement. Ça commence de plus en plus. Ça commence, ouais. Plein d'histoires que j'ai entendues, des gens qui ont abandonné leurs parents dans la rue, des trucs comme ça. Ouais. Choses qui étaient... inimaginables pour nous. Même encore maintenant, il y a plein de gens que je connais dans des maisons de retraite, des aides-soignantes, qui me disent le nombre d'étrangers qu'on voit qu'il n'y avait pas avant, que ce soit chez les Africains ou chez les Arabes. On a dit il y a 20 ans, il n'y avait pas cette population-là qui était négligée. Parce qu'encore même quand il y avait les premiers Marocains ou les premiers Nord-Africains qui étaient là, ils recevaient de la visite. Maintenant, voilà. Oui, c'est vraiment l'organisation, comme je dis, à l'ancienne. C'est-à-dire, par exemple, en Chine,
il est inimaginable. Vous imaginez, c'est quand même une population d'1,4 milliard. Pour eux, il est inimaginable de mettre leur maison dans une maison de retraite. C'est-à-dire, ils font un enfant, et c'est pour ça qu'il y a tellement une telle bataille comme ça pour avoir cet enfant. Parce que cet enfant, c'est vraiment du donnant-donnant, c'est un marchandage. Je te porte, je t'éduque, je te forme, mais en échange et en retour, tu prends soin de moi sur ma fin de vie. Voilà. Et c'est vrai que les sociétés africaines et asiatiques étaient constituées de cette façon-là, et sont encore en grande partie constituées comme ça. Mais c'est vrai aussi qu'on arrive de plus en plus vers la société dont tu parles, c'est-à-dire où les gens, la société s'est fracturée, voilà, il n'y a plus tellement... Les liens, ce sont des... devoir qu'on avait, c'était un devoir à la base. Exactement. Les parents ont pris soin de toi, voilà. Après, c'est à ton tour. Et voilà, c'est un cycle qui continue à perpétuité. Ouais. Alors, quelle solution? Comment améliorer les choses? Comment faire? Vous avez une solution en tête? Vous avez pensé à quelque chose? Et par exemple, il y a de plus en plus de gens dont j'ai eu l'occasion de rencontrer, des gens en fait qui se sont d'un niveau culturel, on va dire un peu élevé, et qui se sont rassemblés et qui se sont promis en fait que plus tard ils vivraient tous ensemble dans une sorte de grande colloque, voilà, en étant vieux, quoi. Voilà. Il y a des choses qui commencent dans certains pays, une colloque jeune, personnes âgées ou exactement, voilà, pour les personnes à faible revenu. En fait, ça il faut une combinaison win-win. Il ne faut pas se voiler la face. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, évidemment, l'empathie, on l'a ou on l'a pas aussi. Il faut pas se voiler la face non aussi. Non, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde. On peut se forcer, on peut truc. Si on n'a pas l'empathie déjà en nous, c'est pas possible. On ne pourra pas se forcer à rendre heureux une personne, alors que nous-mêmes, ça nous emmerde, ça nous embête d'être là. Donc, il faut qu'il y ait déjà il faut que les personnes qui choisissent ce secteur aient déjà tendance à tirer vers là, être déjà altruiste dans l'âme depuis toujours. Et toi, Myriam, quelle serait ta solution? Quelle serait la solution pour toi? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, quoi? Faire mieux, c'est pas mal, ce que tu as dit, qu'il y a plus tard, on vit ensemble, en communauté, ce serait mieux qu'aller dans des maisons de repos en sachant déjà à la base que d'autres années, on a entendu des trucs horribles. S'il y a ça serait pas mal. Mais comme elle a dit Nora, moi je pense que tout vient de aussi l'éducation, comment on a été éduqué, d'où on vient. Il y a des familles, comme elle disait, qui vont vite jeter leur mère ou leur père ou leur soeur ou leur frère dans des maisons de repos. D'autres, ils imagineront jamais ça. Ce serait impossible pour eux. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai connu plusieurs personnes, des femmes âgées, qui se sont occupées de leur... Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, les tantes de ma mère, ils se sont occupés d'elle jusqu'à la fin, jusqu'à son décès. Et pourtant, à la fin, elle était âgée, c'était pas facile pour eux, mais il y avait toujours une tournante, il y avait toujours... Moi, je pense que quand il y a la volonté, quand il n'y a pas l'égoïsme et quand on aime la personne, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de positif. Mais s'il n'y a pas tout ça, moi, je pense qu'on peut arriver à... C'est perdu d'avance. Voilà, c'est perdu d'avance. Et moi, personnellement, pour mon cas, moi, j'ai pas d'enfants. Je peux pas dire mes enfants vont me prendre ou quoi. Moi, mon souhait, c'est de ne pas arriver dans une maison de repos comme mes grands-parents l'ont fait et les enfants l'ont fait avec XY. Je souhaite que eux, mes sœurs ou mes frères font ça, ou des cousines ou des cousins ou des amis qui sont très proches avec moi. Mais je ne souhaite pas finir ma vie dans une maison de repos. Donc idéalement pour toi, tu te vois, tu dis ok, moi j'aimerais quand même finir mes jours, les dernières années de ma vie à m'occuper soit des enfants de mes neveux, bien soit sûr, des enfants de mes frères et sœurs. Bien sûr, déjà maintenant je m'occupe d'eux. Pour moi, j'ai pas d'enfants, c'est mes enfants déjà maintenant, sans en étant âgée. Est-ce que tu en as déjà parlé avec eux? Sans que j'en parle, ils voient que je m'occupe d'eux. Non, je veux dire par rapport au futur. Au futur, non. Ouais. Ils sont encore jeunes. Ce serait intéressant de savoir, de faire une sorte de petit sondage. Bien sûr. Ils sont encore jeunes pour que je leur parle de ça, mais bon, maintenant ils vont me dire « Ah non, on va être avec toi et tout », mais je ne veux pas poser maintenant cette question, je vais poser quand ils sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus âgés. Là, oui, je verrai, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question à poser, c'est vrai. Fatiha, que faire pour améliorer les choses? Que faire pour améliorer les choses? C'est un sujet très compliqué, moi, je trouve. Vraiment. Bien sûr, mais c'est un sujet vraiment qui nous touche tous. Hein. Moi, je pense que
encore une fois, c'est l'éducation. Il faut parfois faire un travail sur soi-même parce que moi, je suis maman et je vois ce que j'ai envie de dire, je vois ce que je subis avec mes enfants. Donc, j'imagine ce que nos parents ont subi pour nous et c'était beaucoup plus difficile. Nous, maintenant, on a tout à proximité. Voilà, voilà. Eux, ils ont galéré. Et franchement, en tout cas déjà pour mes propres parents, je me verrais mal de les jeter. C'est-à-dire, comme on dit, tant que j'ai encore une artère qui fonctionne, je les garde. Mais pour moi-même, personnellement, comme Myriam l'a dit, je ne voudrais pas finir ma vie dans un home ou dans un endroit comme ça. Tant que je serai autonome, je préférerais rester chez moi, mais je voudrais bien quand même que mes enfants me rendent au moins un peu de ce que j'ai pu faire pour eux, quoi. De voir que mon investissement, d'autant plus, par exemple, pour les personnes comme nous, on est des déficients visuels. Donc pour nous, c'est un double, en tout cas pour moi, c'est un double travail. Ouais. Donc c'est encore pire. Donc je fais un énorme effort avec eux. Je fais plus que ce que je peux. Et j'aimerais bien voir qu'après, ils me rendent ne fût-ce que 30% de ce que j'ai pu faire pour eux. Je voulais intervenir à un truc qu'elle disait maintenant, quand elle disait que nos parents, c'était dur pour eux avant. Non, je ne suis pas d'accord quand tu dis ça, parce qu'avant, par rapport à maintenant, ils faisaient ça par amour. Moi, j'ai vu... Oui, c'était automatique, en fait. Voilà, c'était spontané, ils ne posaient pas de questions, et ils le faisaient avec amour, quand je dis avec joie, c'était heureux. Je ne parlais pas dans ce sens-là. Tu parlais matériellement, toi. Oui, matériellement. Je voulais dire, ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas le choix. Par exemple, nous, on a des machines à laver, on a des lave-vaisselle. Ils ne le sentaient pas parce qu'ils faisaient ça par amour. Tu vois ? Non, je veux dire, ils ont eu plus difficile, la vie était plus difficile qu'actuellement. Non, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai... C'est dans ce sens-là que j'ai connu mes deux grands-mères chez nous à la maison, chez mes oncles, etc. Et que tout le monde en prenait soin de manière presque... En fait, la question ne se posait même pas, en fait. Non. Et ce type de débat, on ne les a jamais eu, ce type comme on a aujourd'hui. Voilà. Dina, que faire pour améliorer les choses d'après toi ? Toi qui es toute jeune, tu as 21 ans, que faire d'après toi ? Alors, pour moi, je trouve qu'on pourrait supprimer les maisons de repos, ou peut-être laisser des maisons de repos, mais vraiment pour les personnes âgées avec... un cas difficile, particulier. Oui, voilà, avec une pathologie telle que l'Alzheimer, par exemple, ou la maladie de Parkinson ou autre. Et peut-être, si vraiment il y a des personnes âgées parce qu'elles sont toutes seules, elles ont une autonomie, mais voilà, elles ont pas de famille, elles ont la visite de personne. Mettre des choses en place. Par exemple, il existe des groupes pour personnes âgées avec des jeux de dames, des jeux de cartes, etc., pour qu'ils puissent passer du temps. Mettre d'autres choses en place dans la vie quotidienne, que ce soit pour le ménage, les courses, etc. Et voir plus loin, pas voir que pour aujourd'hui, quoi. Voir pour demain également, pour 2030, c'est demain, quoi. Valérie, qu'est-ce que tu en penses ? Comment améliorer les choses, Valérie, d'après toi ? Mais moi, je pense que chaque enfant devrait quand même s'occuper de son père ou de sa mère qui est devenu plus âgé, et se dire aussi que les parents, ils étaient des enfants comme eux aussi. Ils doivent utiliser l'empathie comme l'autre l'a dit. Voilà, comprendre que demain, moi aussi, je serai à la place de ma maman. Et comment je vais faire ? C'est comme aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, et je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Je me pose la question, même jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, quand je vais devenir encore vieille, j'ai 45 ans aujourd'hui, et à 60 ans, à 70 ans, qui va s'occuper de moi avec mon handicap ? Et mes sœurs ont des enfants. Hier, j'ai eu la chance de recevoir mon neveu et ma nièce, et l'autre qui vient d'arriver du pays, qui m'a rapporté même la tenue que j'ai portée. Très jolie. Voilà, merci. Et qui me dit, écoute, Tata, je sais que, voilà, tu peux compter sur nous, nous sommes tes enfants aussi. Voilà. Et sache que demain, on va s'occuper de toi. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants. On va se battre, avoir de l'argent et s'occuper de vous, qui êtes notre maman aujourd'hui. Et là, ça m'a touchée. La question reste posée, est-ce qu'ils vont le faire après ou... Voilà, la question reste toujours posée en fait. Mais déjà, ça fait chaud au cœur. De le dire, déjà de l'entendre, c'est déjà... C'est vrai que c'est... Oui, tout à fait. Parce que nous, en Afrique noire, on est vraiment très, très famille. On ne connaît pas des maisons de repos là-bas. Voilà, quand il y a la grand-mère qui est là, on construit une petite maisonnette comme ça. On lui met
voilà, la grand-mère, elle a tout, Oui. on lui donne à manger, Exactement. on s'occupe. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Oui, c'est les la- petits-enfants vont C'est jouer le doyen avec de la famille. Ouais, Voilà, tout à ouais, fait. parce qu'en fait, dans plein de sociétés, nous aussi, encore une on fois, dans ce qu'on appelait le schéma primitif, hein, en fait, ancien, on disait, en fait, les anciens sont la sagesse, symbolisent la sagesse. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, quand il faut trancher un problème juridique, ils sont là par leur sagesse à conseiller, à aider, etc. Vraiment, voilà, il y avait une vraie solidarité, on va dire, un véritable échange en fait entre les générations qui s'est perdu. Et c'est avec ça qu'on en arrive au scandale qu'on a connu donc ces derniers mois avec cette affaire, donc ce fameux livre qu'on a appelé Les Fossoyeurs. C'est vraiment, je vous invite vraiment à écouter les interviews de Victor Castanet. C'est très intéressant vraiment, parce qu'il révèle des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Par exemple, il parle d'une maison de retraite, figurez-vous, en fait, qui avait dont on va dire, les pensionnaires étaient décédés depuis plusieurs mois et qu'ils gardaient dans les congélateurs chez eux, dans les sous-sols, pour pouvoir continuer à toucher les pensions et les retraites de ces personnes. C'est hallucinant. C'est-à-dire, on assiste à des choses, c'est surprenant, quoi. Et on se dit, voilà où on en est arrivé. Comment on est arrivé à ça? L'argent, le nerf de la guerre, Ouais. hein, toujours. Mais c'est fou, c'est-à-dire, voilà, la société capitaliste libérale jusqu'au bout, quoi, la dernière goutte, eh bien, on va Même quand même... quand il s'agit d'être humain. Ouais, on va quand même aller la chercher, cette dernière goutte. Tu vois, elle a quand même du goût, quoi. Et ce qui est étonnant, encore une fois, vraiment l'ironie de tout ça, c'est que ces grandes maisons de retraite qui sont cotées en bourse à coups de milliards sont détenues elles-mêmes par ce qu'on appelle des fonds de pension. Alors un fonds de pension, par définition, c'est un fonds de pension qui est censé payer les pensions de certaines personnes en fait qui ont plus. Oui, c'est vraiment c'est surprenant. C'est un business, quoi. C'est un business. Ouais, c'est un Pour la business. nourriture. Ouais, pour tout, c'est un On va business. les nourrir avec 5 € par jour. Parce que c'est possible de nourrir. C'est ce que d'ailleurs on appelle le business de l'or gris, figurez-vous. Donc voilà, le business de l'or gris, c'est-à-dire voilà, c'est les personnes âgées, quoi. Alors pour conclure cette émission, auriez-vous une phrase de conclusion chacun et chacune, Myriam? Oui, prenez soin de nos aînés, c'est notre devoir. Fatiha? Comme tu fais, on te fera. Valérie? Moi, je dirais, prenez soin de moi et je prendrai soin de vous. Et toi, Dina? Moi, je dirais qu'on va tous y passer un jour. Nora? Eh bien, moi, je conclurai avec la fameuse phrase qui ne dit mot, consent. Ben, en tout cas, merci à toutes et à tous de votre participation. C'était très enrichissant comme échange, vraiment. C'était super intéressant. Il nous reste à réfléchir tous ensemble, à trouver des solutions. Et à mon avis, c'est un débat qui sera amené à se reproduire et à refaire et à enregistrer et à partager tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Quelques chiffres et faits pour se faire une idée de ce qui vous attend, de ce qui nous attend dans l'avenir. En 2017, une personne âgée sur 6 a été victime d'abus et de violences. Entre 2020 et 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait augmenter de 38%, passer ainsi de 1 milliard à 1 milliard 400 millions, dépassant le nombre de jeunes dans le monde. Une grande attention doit être accordée aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes âgées. La maltraitance des personnes âgées est un problème qui existe à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés, mais qui est généralement sous-estimé à l'échelle mondiale. Bien que l'étendue des mauvais traitements envers les aînés soit inconnue, sa signification sociale et morale est évidente. Elle exige une réponse globale et urgente. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas concerné par la maltraitance de vos aînés, un jour, vous risquez fort d'être cet aîné. Babelut.